Bonjour à tous. Bonjour. Euh, alors, on va attendre quelques instants avant de commencer le webinaire que les personnes arrivent. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si vous nous entendez bien et si vous nous voyez bien, s'il vous plaît? Super. Merci beaucoup. Ouais, visiblement, ça marche. Donc, on va attendre quelques instants. Bonjour à tous ceux qui sont en train d'arriver. Ça se connecte. Oui. On va pouvoir commencer dans quelques instants. On avait indiqué que ça durait à peu près 1 heure ou pas? Oui, c'est marqué sur la page d'inscription. Ok. Donc ça arrive. Si c'est bon pour toi, Julie, on va pouvoir... Ouais, c'est bon, quand tu veux. Super, donc bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire du 23 juillet 2024, qui va parler de comment révéler tout le potentiel de vos vins grâce au marketing sensoriel, du coup avec Julie Bertolotti ici présente. Voilà. Donc, avant toute chose, comme à notre habitude lors de nos webinaires, je vais vous présenter l'équipe Padawan. L'équipe Padawan, elle est constituée de 4 personnes, donc de Teddy, de Mathilde, de Laura et de moi-même. Et pour rappel, la plateforme Padawan, c'est une plateforme qui recense toute l'expertise en marketing viticole et en stratégie commerciale. Comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans d'autres webinaires, il y a des petites nouveautés sur la plateforme Padawan. Donc tout le contenu sur la plateforme est devenu entièrement gratuit et accessible à tous. Donc vous avez accès à au replay des webinaires, à tous les articles sur la plateforme et à des vidéos et tutoriels explicatifs. Et Padawan devient Padawan by Solumatic pour recentrer un peu sous le nom de la société mère Solumatic. Donc voilà pour ces petites infos. Donc on va pouvoir commencer avec le vif du sujet. Nous sommes en présence de Julie Bertolotti, donc une œnologue diplômée d'État. Julie, je te laisse te présenter. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je suis œnologue. Après, je suis aujourd'hui consultante et j'interviens beaucoup en marketing viticole. Je suis sortie du diplôme de Montpellier et très rapidement, j'ai été orientée par coup de cœur de l'analyse sensorielle sur une approche qui est un peu différenciante, en tout cas pour les domaines viticoles, qui m'a amenée à travailler de façon beaucoup plus globale et holistique sur le positionnement des marques, des domaines, sur leur marketing de façon générale, même si ce mot traduit plein d'interventions, plein de champs d'application. Moi, la façon dont je l'entends, c'est vraiment d'aller chercher vraiment le potentiel initial de chaque cuvée, de chaque marque et de chaque domaine dans son écosystème pour en faire une force différenciante et pour proposer ça aux consommateurs d'une façon très authentique et très transparente afin de
in fine, mieux vendre ses vins parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre. Donc, c'est pour ça que le marketing est souvent corrélé au développement commercial. Et donc, aujourd'hui, je suis consultante, je suis complètement indépendante pour toutes ces opérations-là, tout ce pilotage. Voilà. Et je suis connue, effectivement, enfin, connue entre guillemets, pour l'approche émotionnelle et sensorielle du vin. Ça, c'est partie prenante de ma personnalité qui voit vraiment le vin par ce qu'il vibre, par les émotions qu'il procure. Donc ça sort aussi de cette facette-là du vin qui a longtemps été jugée comme élitiste et qui, heureusement, depuis quelques années, bouge beaucoup, se modernise. Mais on sait que c'est toujours difficile d'allier la tradition et l'innovation. Et cette approche-là, elle permet en tout cas de faire la transition de façon douce et j'ai envie de dire intuitive et naturelle parce qu'on ressent tous des choses. Voilà pour l'introduction. Super. Alors, Julie, donc on va commencer. On va faire un échange avec des questions. Quelle inspiration a mené à la création de Bertovino et au développement de tes fiches QV sous l'angle du marketing sensoriel? Alors ça a été en 3 temps. Bertovino, c'est vraiment mon entreprise, le nom en tout cas commercial que j'avais donné à mes activités de prestataire de service finalement, toujours avec cette idée de me dire d'accord, je suis formée pour faire de la prod, pour avoir un regard technique, pour vous accompagner, vous, viticulteurs, viticultrices, vignerons, vigneronnes et même en fait chefs d'entreprise, sur la façon d'entrevoir votre potentiel de la vigne à la bouteille et aussi de savoir comment on le commercialise. Et rapidement, je me suis rendu compte que, entre guillemets, un vigneron, une vigneronne n'avait pas tant besoin de cette expertise-là, au-delà, en tout cas, pour les vins avec lesquels j'affectionnais dont j'affectionnais le travail, hormis tu vois de l'analyse œnologique, de labo, etc. Mais par contre, il y avait un manque à gagner sur la façon de s'exprimer, de savoir en parler pour valoriser tout cet effort, toute cette énergie, ce travail qu'on met toute une année quand même, et afin de le vendre en fait à sa juste valeur. Et donc du coup, Bertovino, rapidement, ça a été justement l'idée de se positionner à ce niveau-là pour créer des marques ou améliorer des marques existantes qui résonnent vraiment avec le consommateur et l'ambition initiale des vignerons. Donc aujourd'hui, quand moi je m'adresse à vous, donc vous participants qui êtes là, l'idée c'est de se dire on va juste changer de point de vue et on va se rediriger vers le consommateur et on va changer cette optique-là. On va plus regarder en arrière, ce que moi j'appelle regarder en arrière, côté technique, choix d'itinéraire technique, production, mais on va regarder en avant, c'est-à-dire expérience client. Une fois que le produit est fini, comment je le propose au consommateur, comment je l'amène à vivre une expérience unique à travers chaque vin finalement. Et donc tout ça, c'était mis en place dans Bertovino. Marketing sensoriel, c'est très vite greffé à toute cette approche parce que c'est toujours de se remettre en question en fait. Quand vous vendez un vin, quand vous le proposez, quand vous créez toute cette expérience client, c'est de comprendre qu'en fait les 5 sens, c'est quelque chose qui est inné. La communication avec nos 5 sens, c'est inné. Donc forcément, à un moment donné, votre vin, toute cette identité de marque va interagir avec le consommateur sans qu'on s'en rende compte. En tout cas, si on n'a pas initié cette démarche-là et cette façon de voir les choses. Le marketing sensoriel, il vient répondre à cette communication et donc forcément en faveur de la marque. Après, ça se développe. Et les fiches QV, ça a été le premier produit vraiment développé par Bertovino en partant du postulat que il y a plein de choses qui vous sont proposées aujourd'hui en tant que domaine viticole pour justement voir un développement à la fois marketing et commercial, notamment avec l'émergence des réseaux sociaux. Mais tous ces outils-là, notamment tous ces nouveaux outils, ils sont pas forcément faciles à prendre en main. Et surtout, c'est pas forcément facile de trouver du temps pour quand on est un domaine, en tout cas, moi, avec lequel je travaille, ici, peut-être qu'il y a différentes tailles de structures, mais globalement, on est toujours un petit peu couteau suisse, multitâche. Et donc, c'est se rajouter toujours une couche de choses à faire quand il faut réfléchir à son développement avec les nouveaux outils, les réseaux sociaux, etc. Et en fait, quand j'ai un petit peu analysé la chose et me dire comment je vais pouvoir vraiment leur donner les outils qui
leur demande pas énormément de contraintes, pour moi, ça a été les fiches parce que c'est un outil qui est admis sur plusieurs générations. On va quelque part pour prospecter sur un salon, on va à un restaurateur, on a notre fiche produit, c'est d'ailleurs souvent demandé. Et l'idée, c'est de se dire, ouais, en fait, ça, tout le monde l'utilise. Mais ça ne met pas du tout en valeur le produit, ça n'est pas du tout un outil qui va permettre le relais de l'information, un outil de communication qui donne envie. Et moi, en fait, j'ai retravaillé tous ces fondamentaux pour en faire vraiment un allié commercial, pédagogique et de communication. Super. Et du coup, comment tu expliquerais que ton approche en marketing sensoriel, elle a enrichi ton expertise œnologique dans la vinification et la commercialisation des vins? C'est toujours cette posture de voir ça dans sa globalité. De façon générale, on fait déjà ce travail-là en marketing, c'est-à-dire qu'on pense à un positionnement, on pense à un produit, donc on pense à une gamme, à l'image de marque, etc. Mais avec la subtilité du sensoriel, c'est toujours de se dire comment ça va impacter le consommateur, comment ça va impacter ma communication et comment je vais pouvoir jouer et piloter justement ces différents leviers pour que ça impacte de façon positive ou en tout cas comme je l'ai défini dans ce sens-là. J'ai perdu le fil de ma phrase. Et donc du coup, ça va être vraiment un fil conducteur qu'on va tirer depuis la production, à savoir de se demander si j'ai 3 cuvées de telle gamme, comment elles se positionnent et quelle émotion elles faire ressentir. Ça, c'est la base déjà, c'est se demander, ok, j'ai choisi de me positionner sur le milieu de gamme, par exemple, peu importe, on a vraiment les critères très pragmatiques. Mais après, en fait, le marketing sensuel, il va vraiment vous inviter à vous dire, au niveau du plan de l'humain, en fait, de sa sensorialité, qu'est-ce que je veux qu'il ressente au niveau de la gamme, comment je vois le consommateur le consommer, dans quelles circonstances. Et en fait, à partir de là, on va construire ce marketing sensoriel sur comment solliciter tous ses sens pour que ça lui indique les bonnes informations, la bonne prise en main et le bon ressenti. Voilà. Donc ça se travaille forcément, en tout cas moi c'est la façon dont je le vois, ça se travaille depuis la production. Parce que on pense son vin, son produit depuis la projection finale, donc on va moduler depuis la production, on va induire, moduler avec le potentiel bien sûr initial de la vigne. Il est faisable. Tu nous parles du coup de la méthode des 5 sens. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi cette méthode elle transforme l'expérience du vin et à travers du coup le marketing sensoriel? Oui, la méthode 5 sens, c'est un peu une application directe de ce que je viens d'expliquer. C'est avoir les deux profils, c'est l'expertise œnologique pure, c'est-à-dire faire un audit vraiment grâce à l'analyse sensorielle, hein, principalement. En tout cas, quand on est sur le produit fini, la cuvée pure, pour voir en fait, moi, je me sers du produit fini pour faire l'audit complet parce que justement, cette méthode 5 sens, elle part du postulat que c'est au vin, au potentiel de la vigne, de l'écosystème, de dicter un petit peu ce qu'il y a à faire et comment le travailler. Donc moi, quand j'arrivais sur du conseil, je partais du produit fini et le but c'était d'être en toute neutralité pour écouter justement le message du vin, si tant est qu'il soit encore là et pas trop dénaturé, et pour me dire, pour capter en fait toute son essence, pour capter toute l'essence de l'écosystème, un petit peu son passé. Et la méthode 5 sens, c'est ça, c'est le combiner le côté très pragmatique, très méthodologique, la lecture vraiment de l'analyse sensorielle qui permet de faire une rétrospective sur le passif au niveau de la technique, et à la fois avoir ce que j'appelle la dégustation identitaire qui mêle une approche un peu plus sur l'émotion, sur la vibration, le message du vin, et de combiner en fait ces deux profils d'intervention pour aller positionner, trouver les mots et justement revaloriser une gamme ou alors l'entité même d'un domaine et lui donner vraiment sa valeur ajoutée, son authenticité. En fait, de là, vraiment de cette méthode, du coup, on peut tirer des argumentaires de vente, un nouveau positionnement, une nouvelle image de marque, un nouveau produit, etc. Tout ce qui touche après vraiment au marketing.
Ok. Et comment du coup tu l'intègres dans les fiches QV, enfin sous quelle Et ben alors, forme ce matériel-là, je le retranscris en fiche QV, c'est-à-dire qu'une fiche QV, qu'est-ce qu'elle a orienté consommateur, qu'est-ce qu'elle doit comporter? Elle doit comporter tous les éléments qui vont permettre au consommateur de se projeter avant l'achat. Et c'est souvent ce qu'on oublie de faire, c'est de se dire, de se rappeler que le consommateur, quand il se retrouve face à une multitude de choix, même si il a son caviste pour le conseiller, son caviste, il va faire effet de filtre, il va lui permettre de réduire son choix, par exemple. Ou alors même quand on est au domaine, sur un domaine, on a souvent plusieurs gammes, on n'a pas que 3 cuvées. Ça va lui permettre en fait de se retrouver face à tel ou tel cuvée et de se dire, ok, si je l'achète, qu'est-ce que je vais vivre, d'accord? À quoi je dois m'attendre? Et en fait, la fiche QV, comme je le dis, orientée consommateur, elle doit répondre à quoi je dois m'attendre. Et est-ce que je suis bien sûre de vouloir ça? Et en fait, pourquoi c'est utile? Parce que déjà, ça donne envie, ça met l'eau à la bouche, parce qu'on s'affranchit du passif du consommateur, qui va en général arriver avec tout son bagage de dégustateur, avec les fausses croyances, les vrais, les faux, etc. Et on va éviter l'effet déceptif, en fait, si jamais il s'attendait à toute autre chose à cause de ce bagage. Donc ça va l'informer. Et donc une fiche, ce qu'elle doit contenir, ça va être qu'est-ce qu'il va sentir, qu'est-ce qu'il va goûter, le toucher du vin. Et après, il y a des éléments aussi un petit peu plus, entre guillemets, marketing, mais il y a la promesse du vin. C'est-à-dire, voilà où tu seras une fois que tu auras dégusté mon vin et cette cuvée. Et donc, tout ça dans une fiche, c'est tiré de cette méthode 5 sens. Quand je disais que ça amène à faire des argumentaires de vente, les deux analyses, elles permettent de faire un commentaire de dégustation. Après, à moi de mettre en forme avec un peu de poésie, mais ça, c'est ma touche, j'aime bien. En tout cas, quand on est sensible à un commentaire qui est assez joli, sans avoir des mots et des phrases trop complexes, ça sert à rien. Toujours, c'est la lisibilité qui prime. Ça va permettre justement, d'une cuvée et d'une gamme, de faire émerger tout ce potentiel-là pour parler de sa gamme, parler de sa cuvée avec un langage orienté consommateur. Et ça, c'est vraiment très important parce que initialement, jusqu'à présent, la plupart du temps, comment on s'y prend, on parle technique. Et je prends souvent cet exemple du pot de yaourt. C'est quand on va en supermarché, on va s'arrêter devant un yaourt et on va l'acheter parce qu'il y a marqué cœur de lait, nuage de lait au cœur de fraise, par exemple. Et ça donne envie. Alors oui, le nuage de lait, ça va être mousseux, le cœur de fraise, il va couler tout doucement après, voilà. Mais on va l'acheter pour ça. On va pas l'acheter en retournant l'étiquette et en disant 30% de confiture, 20% de petit lait, etc. On ne fait pas ça, en fait. Et en fait, dans le vin, jusqu'à présent, voilà comment on a communiqué avec la contre-étiquette du pot de yaourt. Donc l'idée, c'est qu'à travers cette méthode, 5 sens, on pose vraiment déjà une analyse, une rétrospective, un postulat, etc. Et qu'on en fasse émerger plein de choses intéressantes pour une stratégie marketing, ou pour une façon de communiquer, ou une façon tout simplement aussi de comprendre son vin. Ça aide beaucoup de vignerons. Les fiches QV, du coup, ça se crée vraiment comme un outil vraiment innovant comme produit de marketing sensoriel. Quel retour t'as pu observer de la part du coup des vignerons qui ont fait appel à toi Alors, question intéressante. Je vais essayer d'être concise, mais il y a plusieurs effets. Parce qu'en fait, les fiches, elles vous aident à plusieurs choses suivant la situation actuelle dans laquelle vous vous trouvez. C'est-à-dire que autant votre enjeu, ça va être de vous développer commercialement à travers le caveau, ça va être de vous développer à travers le CHR sur vraiment une gamme de restaurants, ou alors même sur vraiment quelques restaurateurs, mais pour aller vraiment dans le côté un petit peu raffiné, vraiment travailler de façon très proche avec les cuisiniers pour les accords mets-vins. Ça va être peut-être un enjeu en ligne. Il y a différents enjeux en fait de vente et la fiche en fait répond à ces différents enjeux. Donc forcément, quand moi j'ai accompagné des domaines viticoles, des vignerons, suivant leurs enjeux, ils ont eu des résultats différents, mais globalement le retour que je peux faire, c'est que c'est sur 3 plans. C'est personnel, ça aide la personne du domaine à prendre un pas de côté sur ses vins, parce qu'en général,
même bien qu'il y a le conseil pour ça au caveau ou le maître de chez, enfin voilà, vous êtes quand même entouré au domaine, mais parfois de faire un pas de côté, c'est intéressant et ça aide à justement à voir toute sa globalité à travers, avant même les fiches, parce que les fiches, c'est une retranscription du travail qui est fait en amont, il ne faut pas l'oublier, et tout ce travail de dégustation, d'audit, de méthode 5 sens, ça aide à faire un pas de côté, donc ça les aide à être plus à l'aise sur la façon dont ils présentent leur vin, ça les aide à avoir plus de vocabulaire, c'est-à-dire un vocabulaire, qui est plus pertinent, plus juste, qui pose les mots sur ce qu'ils ressentaient de leur vin et jusqu'à présent qu'ils n'avaient pas réussi à formuler de façon aussi juste et précise. Donc, à titre vraiment personnel, ça aide à tout ça. Ça aide aussi certains à prendre aussi confiance en eux parce que des fois, c'est tellement induit de faire son vin. On a récupéré ça d'une famille. On a un petit peu, justement, toujours cette histoire, innovation, tradition. On a essayé un petit peu des nouvelles choses. Toute personne qui a son bébé, son entreprise, on a tous affaire à un moment donné à ces questionnements, en tout cas la plupart du temps, puis le marché du vin concurrentiel, etc. Et ensuite, ça les aide justement selon l'objectif de développement. Il y a des personnes, ça a aidé à recruter de meilleurs commerciaux ou alors de consolider la base commerciale pour qu'ils aient un outil vraiment sur lequel s'appuyer pour parler de leur vin. Le caveau de vente, pareil, ça a aidé le personnel à avoir un discours qui est harmonisé, ça a aidé le développement au niveau des consommateurs parce qu'ils peuvent repartir avec une fiche, ils sont plus autonomes sur la façon de s'éduquer. L'export, ça aide à faire un outil qui prend plus soin de cette relation avec les importateurs, etc. Donc, on est sur différentes choses. Et du coup, grâce à tout ça, est-ce que tu as pu observer un impact de la perception des consommateurs et du coup la visibilité des vins sur le marché grâce à cet outil? Oui, alors il faut savoir qu'aux consommateurs, ils sont friands d'informations. Vous le savez, les consommateurs aujourd'hui, ils trouvent toutes les informations partout, c'est-à-dire que c'est plus une découverte. Avec Internet, on trouve un petit peu tout ce qu'on veut, mais justement tout ce qu'on veut. Et aujourd'hui, je suis prête à parier que la façon dont vous parlez de vos vins, hormis quand vous savez très bien en parler au caveau, si tant est que vous développez le caveau de vente, la plupart du temps, vous avez un site internet. Ça, c'est OK. Vous êtes passé au site, vous êtes présent. Vous avez certainement aussi un e-commerce qui est alimenté de façon un petit peu aléatoire justement sur les mises à jour. Et la description sur cette partie des vins, soit souvent elle est manquante, soit elle est mal informée, dans le sens où vous avez peut-être laissé ou essayé d'agrémenter tout ce champ d'informations que peut trouver le consommateur. Là, je parle essentiellement en ligne, mais finalement, un consommateur qui repart de chez vous sans avoir acheté et qui veut se renseigner pour éventuellement faire des commandes, parce qu'on connaît ces clients qui viennent au caveau en disant « Oui, je recommanderais, vous faites des livraisons ?» Donc voilà, on les connaît. Donc, on va dire qu'on fait une généralité entre en ligne et en présentiel. Vous avez soit repris une maigre description, soit repris des descriptions de notation de dégustation. Donc, quand elles sont bien faites, de la presse, ça c'est génial. Mais des concours, des personnes qui viennent de plateformes en ligne où en fait chaque consommateur, chaque amateur de vin se permet de faire des dégustations et d'en faire la science juste. En fait, tout ce qui va graviter autour de la présentation de vos vins vont s'adresser au consommateur qui, lui, est en constante recherche d'informations. Et on a tendance à l'oublier. Donc aujourd'hui, quand vous avez des outils qui sont bien faits, vous reprenez en fait la parole qui vous va de droit sur vos vins et sur votre domaine. Et là, que ce soit les fiches ou un autre outil qui valorise la communication authentique sur vos vins. Donc les fiches, globalement, sur l'expérience client et sur l'accroissement des ventes, c'est ça, c'est que il y a un lien avec le consommateur qui va être recréé avec vous, avec votre domaine, où vous allez être finalement derrière chaque bouteille vendue. Et ça plaît à votre consommateur. Il faut créer ce lien, que ce soit votre équipe ou vous-même. Il faut que le consommateur il puisse ressentir que vous gérez votre communication, vous gérez votre produit et vous gérez votre storytelling et c'est à vous qu'il s'adresse et pas à la sphère entière d'Internet ou des informations qu'il peut choper par-ci par-là. Et ça, en fait, ça fidélise énormément parce que
on aime tous acheter quelque part et savoir que, entre guillemets, si on a besoin d'une information ou s'il y a un problème, on revient chez le même constructeur. J'avais une discussion sur une entreprise de voitures sur ça, mais c'est exactement la même chose. En fait, il y a une espèce de fierté, de lien, d'exclusivité qui se crée lorsque vous osez et vous êtes capable de livrer ça aux consommateurs. Et là, forcément, ça fidélise. Donc oui, il y a un impact sur les ventes. Et pour ça répond à la question. Oui, totalement. D'ailleurs, on a oublié de dire, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, hein, où on n'y répond pas forcément tout de suite. Ouais. Mais après, on fait une session questions-réponses. Parfait. Oui, du coup, tout ce que tu viens de dire là, ça répond un peu à la question de comment ça va aider en fait les vignerons indépendants à prospérer dans le temps, donc par la fidélisation. Et qu'est-ce que tu conseillerais comme stratégie du coup de marketing sensoriel à des nouveaux vignerons pour capter l'attention sur un marché qui est quand même relativement très compétitif? Oui, un nouveau ou pas d'ailleurs. Mais et c'est vrai, je précise, mais on cite vignerons indépendants. Alors petite parenthèse, vous êtes peut-être ou peut-être pas vigneron indépendant. Ce qu'on entend par là, c'est que ça coche quand même des cases où vous êtes une structure qui hérite d'une tradition familiale, vous êtes une structure où vous comptez peut-être environ 505 employés, je sais pas, mais en tout cas, on n'est pas sur un volume énorme ou une production énorme, où là les enjeux seraient différents et où bien souvent la mentalité, l'approche du vin est tout aussi différente. Donc en fait, c'est terme vigneron indépendant, ça englobe la démarche authentique, voilà. Le vigneron qui fait bien son travail, oui. Et qui est aussi chef d'entreprise, chose qu'on a un peu tendance à oublier, mais qui du coup se retrouve à tout faire et à tout penser. Donc le conseil que je donnerais, alors il y a différents points, il y a vraiment en interne ce qu'on peut déjà faire, c'est-à-dire raisonner, comme je disais, tout un peu business qu'on n'a pas forcément appris à mettre en place. Donc mon conseil, ça serait de se poser la question sur l'existant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous peinez à développer des ventes, à développer un certain type de clientèle, à vendre certaines gammes, c'est peut-être que dans l'existant, il faut revoir la façon d'être positionné sur le marché, de savoir comment les gammes se répondent entre elles. Trop souvent, je vois différentes gammes au sein d'un domaine qui en fait vont être différentes par leur appellation, AOP, IGP, etc., par leur prix simplement. Nous on a 2 gammes ou 3 gammes parce que celle-là elle est dans ce tarif-là, celle-là est dans ce tarif-là, etc. Et ça en fait ça doit être seulement la conséquence de choix en amont qui repose sur le marketing et ce dont j'ai parlé au début, et avec une approche sensorielle, c'est de se dire justement quel levier je mets en place. Est-ce que moi je vais aller est-ce qu'avec ma cuvée je vais aller plutôt solliciter le toucher parce que admettons j'ai un vin rouge et moi les vins rouges, la façon dont je les fais, j'ai décidé, parce que ma vigne, elle m'en donne la capacité, j'ai décidé d'accentuer vraiment toute la dégustation sur le toucher du vin, parce que j'ai un joli tanin à chaque fois de millésime en millésime, c'est vraiment ce qui ressort de chaque cuvée. Et peut-être, justement, c'est un exemple d'application marketing sensoriel, c'est de se dire, moi, ma signature, je vais vraiment la tourner sur le toucher du vin. Et c'est cette expérience sensorielle que je vais développer. Et à ce toucher, il faut à un moment donné qui résonne dans ma communication, dans ma marque. Donc, je vais peut-être développer une étiquette de vin qui va avoir une certaine rugosité pour rappeler justement cette expérience-là. Peut-être que dans tous mes visuels de com, plutôt que de mettre un fond blanc, je vais donner un fond granulé sous chaque photo, etc. Donc, en fait, déjà, mon premier conseil, c'est avec l'existant. Switchez votre cerveau et pensez en termes de sens. Et faites un petit audit comme ça en disant quelle est la signature déjà de chaque vin, quelle est la signature, la ligne directrice que j'arrive à déceler dans chaque cuvée, parce que finalement c'est l'identité de mon domaine. Mais toutes ces questions, en adoptant justement ce filtre-là,
d'essence. Et après, il faut en découler effectivement le marketing, comme je viens de démontrer avec un exemple, c'est que partout, sur les supports, sur la façon de faire, la façon de penser le produit, la commercialisation, partout, vous pouvez intégrer de la sensorialité, en fait. À partir du moment où vous voyez, vous sentez, vous touchez, vous goûtez, vous pouvez le faire. Donc ça, c'est déjà un premier conseil sur l'existant et ce qui est accessible parce que on a déjà l'habitude de produire, de parler de son vin, de le commercialiser, d'accord? La seconde étape, ça serait de se dire comment je peux agrandir cet effet expérience client par le marketing sensoriel, parce qu'initialement, on connaît le marketing sensoriel en point de vente. Donc, c'est de se dire, justement, si je reçois au caveau, comment je peux recréer cet univers? Mais il faut avoir fait le travail en amont, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Donc, si je reprends mon exemple du vin rouge, d'une gamme de vins rouges avec justement le tanin qu'on veut mettre en avant, donc le toucher du vin, comment je vais pouvoir créer un caveau qui invite à se toucher, qui invite à cet univers. Tu peux aussi, alors attention sur le marketing sensoriel, de jouer sur les odeurs dans l'univers du vin parce que on a tendance sinon à occuper, à solliciter d'une façon un petit peu faussée l'expérience, mais au niveau du toucher, ça marche, au niveau des couleurs. En fait, c'est mettre des éléments mobiles ou non mobiles qui vont rappeler l'essence du vin et ce qu'on a décidé d'en faire initialement. Donc voilà, et la dernière étape, ça serait ce qu'on appelle l'over-delivering, c'est comment je peux augmenter l'expérience client, augmenter la valeur ajoutée de l'expérience client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites souvent une vente et ça s'arrête là. Dans le marketing sensoriel, on va penser le parcours client, c'est-à-dire que post-achat, eh ben, il faut vraiment mettre beaucoup, beaucoup d'énergie. Et on a tendance à ne plus s'en préoccuper. Ah, c'est bon, j'ai fait une vente. Alors qu'en fait, ça vous coûte moins cher de réengager, donc de fidéliser, mais vous le savez, que d'être toujours dans l'acquisition, en fait, de nouveaux clients. Donc, comment je peux prendre soin de mon client existant, notamment, par exemple, si on est sur du restaurateur ou du caviste, comment je peux, moi, lui apporter des outils, notamment sensoriels, qui vont lui permettre d'augmenter la valeur perçue, la valeur ajoutée, dès qu'un client fait un achat pour moi ou chez moi. Donc, ça peut être... J'avais communiqué il n'y a pas longtemps avec un philosophe qui s'applique au milieu du vin. Et pour une carte de restaurant, il écrivait, il faisait des lectures. Et je lui ai dit, ben, mets un QR code et enregistre-toi parce que vraiment, à ta voix, ça le fait. Et tu proposes cette expérience au restaurant. Donc, en fait, la personne, en découvrant le vin, elle peut, avec son QR code, peut-être écouter le son. Enfin voilà, c'était une piste, mais c'est pour preuve que le marketing sensoriel, ça va inviter à la consommation autour du produit à travers les sens. Donc c'est créer un parcours comme ça post-achat. C'est le troisième pilier. Et du coup, comment tu arrives à allier, à trouver un équilibre entre innovation et tradition finalement? C'est quelque chose qui est moderne, mais c'est quelque chose qui vous demande pas forcément de sortir trop des sentiers battus et de tout révolutionner. Parce que souvent, c'est ce qui fait peur, et c'est normal. Il y a un travail qui est engagé sur du long terme. Hein, quand on tient un vignoble, c'est pas pour y rester 2 ans, c'est quelque chose qui est admirable. Et en plus, on récupère un gros bagage en général. Et en fait, ça fait peur en se projetant sur ces idées un petit peu plus innovantes ou modernes parce qu'on a l'impression de tout révolutionner et on n'a pas envie de tout gâcher, en fait, de se planter. Mais en fait, avec cette approche-là, moi, en tout cas, celle que je propose, l'idée, c'est vraiment de vous positionner depuis vos vins. Donc, vous ne révolutionnez pas, vous partez de l'existant. Donc, vous partez de votre tradition. Et en fait, de changer ce point de vue-là, c'est de vous dire, bah, justement, comment je vais potentialiser, comment je vais extraire tout ce que j'ai pas encore dit sur ce que j'ai mis en place, sur ce qui est existant. Et c'est juste qu'après, on va moduler notre façon de communiquer. Donc, ça lie tradition et innovation dans la façon de communiquer et de le révéler au grand jour. Parce que bah, si demain, j'ouvre une cave à vin, je la fais toute belle, j'ai mis toute mon énergie, mais que j'éteins la lumière et je ferme la porte, il n'y a personne qui va rentrer. C'est pareil pour vos vins. Garder l'essence même du domaine. Ouais. Est-ce que, du coup, avec Bertovino, tu as des prochaines innovations
que tu prévois de lancer pour renforcer l'efficacité du marketing sensoriel dans l'industrie du vin? Alors ça va être davantage aujourd'hui les fiches QV elles marchent bien, mais ça va être davantage de travailler sur l'expérience client en point physique parce que les caveaux de dégustation se développent depuis un moment, mais on a quand même un train de retard hein, sur le no-tourisme et qu'on est en faveur quand même de changement. Et moi, avec Berto Vino, on va accentuer davantage cette prestation-là, le fait de faire cet audit au niveau des vins et de penser expérience client parce que on pense chez Berto Vino notamment je pense que c'est pas forcément compliqué à mettre en place. Il faut simplement avoir un esprit un petit peu créatif qui est en capacité de combiner les choses existantes avec juste un brin d'innovation pour pouvoir en fait apporter quelque chose de différenciant. Donc ça va être cette solution qui va être davantage travaillée. Et dans un second temps ou parallèlement, ça va être de proposer aux vignerons de pouvoir en fait acquérir ces compétences, dont toutes celles que je viens de citer, mais aussi toutes celles qui sont aujourd'hui nécessaires, auxquelles on ne peut plus faire abstraction, sur le fait d'implémenter du marketing, d'implémenter des vraies stratégies commerciales. En fait, ce rôle un petit peu de chef d'entreprise qui est parfois ou souvent délaissé parce que quand on récupère un vignoble, on n'est pas forcément formaté initialement à être chef d'entreprise et ça s'apprend, c'est-à-dire avoir la vision. Le chef d'entreprise est censé avoir la vision, il est censé la communiquer à ses équipes, il est censé gérer les processus, les automatisations. Tout ça, en fait, c'est aujourd'hui non négociable pour avoir un vignoble périn dans un monde qui bouge vite, avec des consommateurs à l'affût. Les preuves, puisque aujourd'hui, ils sortent un petit peu du cadran et s'intéressent à plein de choses nouvelles. Et ça va être de pouvoir en fait proposer ces solutions de façon autonome aux vignerons parce qu'on le sait, vous n'avez pas forcément le temps. Et donc, du coup, on ne peut pas forcément se permettre d'avoir 2-3 jours de libre. Et en plus, on veut souvent, en tout cas, moi, les domaines avec lesquels j'ai travaillé, on veut souvent quand même avoir un regard assez important sur ce genre d'intervention parce que c'est le bébé, c'est normal. Donc, ça va être de pouvoir permettre cette évolution entrepreneuriale viticole, on va dire, de façon autonome en partie, bien qu'il y ait un suivi client, etc. Et surtout progressif, très progressif, mais qui va permettre d'implémenter étape par étape et non plus voir la montagne hyper haut pour accéder à tous ces rouages-là non négociables aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous rappeler, tu l'as déjà dit avant, mais les piliers, quels sont les piliers d'une stratégie marketing sensoriel réussie pour un domaine selon toi? Alors, savoir, comment je pourrais résumer ça? C'est-à-dire comme un plan d'action à suivre? Oui. Ou à checker, c'est ça? Oui. Alors, déjà, pour chaque cuvée, savoir identifier, c'est avoir identifié une promesse pour chaque cuvée. Donc, une promesse toujours orientée consommateur, c'est-à-dire la décrire avec une phrase précise ou 3 mots sur sa force à elle, sa promesse à elle. Est-ce qu'elle va promettre le fait qu'elle soit rafraîchissante et hyper fruitée, etc. C'est ça que j'entends par promesse. Le faire, après, on regroupe par gamme. Est-ce que par gamme, j'ai vraiment une identité marquée au niveau sensoriel? Est-ce que cette gamme, elle va vraiment inviter au toucher du vin par les tanins fins et soyeux? Et ensuite, le voir de façon globale. Et ensuite, se poser, avoir la troisième étape, c'est avoir défini, du coup, par rapport à la capacité de production, une différence entre chaque gamme et une promesse pour chaque gamme, pour que les unes et les autres ne se phagocytent pas. Et ensuite, c'est de tout ça, faire émerger la signature unique du domaine, c'est-à-dire c'est un petit peu, nous on appelle ça un peu le slogan, quoi, si on devait vraiment donner un slogan à un domaine, au-delà de quelque chose de très poétique comme révéler votre terroir, ça va être vraiment le traduire de façon expérience client, donc sensorielle, donc soit émotionnelle, soit sensorielle. Ça, c'est la première étape. Et une fois qu'on a fait un peu le bilan, ça va être de pouvoir revoir peut-être sa production, deuxième étape,
Une fois qu'on a revu sa projection, si tout est aligné, eh bien, ça va être de développer une stratégie. Donc, comment je peux communiquer les éléments sensoriels que j'ai fait émerger de mes gammes et de chaque cuvée, et sur quel support je peux les retranscrire et comment. Et ensuite, avec quel discours, parce que c'est aussi très important de savoir poser les mots sur. Et une fois qu'on a tout ce matériel, eh ben, on le délègue et on outille les personnes qui sont censées justement valoriser nos vins et se charger de leur développement. Avec toute la communication qui est faite autour. Super, bah merci beaucoup. Je vois qu'il y a une petite question de Élodie Jasmin. Si tu veux y répondre, Julie. Ah oui, bonjour. Dans le cadre de l'expérience sensorielle client, au niveau du caveau, travaillez-vous en lien avec des architectes, designers pour mettre en application vos idées au niveau, si oui, lesquelles vous inspirent? Alors oui, quand on arrive à un certain niveau au niveau du caveau, bien évidemment, moi, je vais piloter le regard sensoriel, mais c'est pas moi qui vais mettre en œuvre tout le processus. Donc, c'est important de faire affaire avec des architectes ou des designs d'intérieur. C'est davantage les designs d'intérieur ou les décorateurs, etc., parce qu'on est sur des solutions plus faciles d'accès. Quand on est vraiment sur une création, on fait appel aux architectes, et les deux, de toute manière, ont l'habitude de collaborer main dans la main. Moi, je suis un troisième élément qui vient me greffer pour donner une direction particulière. Parce que, je le rappelle, les architectes d'intérieur et les architectes, les designers d'intérieur ont l'habitude de penser à ce sensoriel, mais là l'idée c'est de venir en troisième élément pour faire vraiment le lien avec l'expertise œnologique, là où eux n'ont pas la compétence au niveau de cette dégustation et de la production. Après, j'ai pas forcément de personnes qui m'inspirent en particulier. Voilà, si ça répond à la question. Super. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous. Donc, dans le chat, vous pouvez retrouver, donc on a mis le lien du portfolio de Julie, donc avec ses différentes créations que vous pouvez retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Julie, si tu as des choses à rajouter. Non, voilà, le résumé de tout ça, c'est qu'il y a le marketing sensoriel, mais au-delà de penser marketing qui fait un petit peu peur, mon conseil, c'est vraiment d'essayer simplement de vous repositionner sur la façon dont vous faites émerger toute la singularité de vos vins. Avec quels mots, et c'est-à-dire avec quels mots qui vont parler aux consommateurs, qui vont traduire, parce que la technique en langage accessible, votre grand rôle aujourd'hui dans tous ces aspects à mettre en place. Vraiment, si je devais résumer le marketing sensoriel, c'est avoir cette capacité de traduire vos éléments techniques en un langage accessible consommateur. Et ce langage, quel est-il? C'est celui qui va être inné, c'est celui qui va parler de ressenti, celui qui va parler d'émotion et celui qui va parler de sensorialité. Et bien évidemment, vous pouvez faire un travail sur les accords mévins, un travail de description sur les commentaires de dégustation. Tout ça, c'est par exemple ce qui est présent sur les fiches cuvées. Mais déjà, si vous faites cet effort-là, et si vous savez poser ces mots qui seront justes, vous allez pouvoir déjà avoir un effet sur votre clientèle et sur votre façon de communiquer, donc avec les répercussions qui vont avec. Parce que ça sera beaucoup plus inné. Le langage technique, on le réserve aux professionnels. On ne l'abandonne pas, mais on le réserve aux professionnels. Voilà. Et dernière chose, si jamais ça vous intéresse, je sais que vous allez préparer les vendanges. Peut-être que certains ont pris quelques jours en août, mais dans cette intention d'aider les vignerons, les vigneronnes à se soulager sur ce plan-là, parce que moi j'ai vraiment à cœur d'à chaque fois d'intervenir sans rajouter de charge mentale et de temps et d'avoir un parcours assez précis. J'ai une offre spécialité sur les fiches cuvées. Vous pouvez faire un essai avec une gamme de votre choix. Donc, en général, ça fait 3 cuvées. Et elle a moins 50%. Éventuellement, je remets le lien dans le chat ici. Ça peut être un support de vous-même. L'idée de cette offre, c'est vraiment de se dire, je vais rentrer en préparation des vendanges. Je vais certainement être moins là pour développer,
je vais moins être là pour présenter mes vins, ou alors je vais devoir le déléguer. Et ça, bon, ça c'est plus et c'est moins, on le sait. Donc ça va être vraiment d'avoir en soutien à cette période les fiches cuvées, en tout cas pour les essentiels. Voilà, et je vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui et de votre participation. Et je mets le lien de l'offre tout de suite dans le chat. Super, merci beaucoup Julie. Je vois qu'il y a un nouveau message de Cynthia Nollet. Nous étions très intéressés. Je suis en train de perdre le message. Par le MKT sensoriel sur les étiquettes, mais nous souhaitons également que nos bouteilles soient parfaitement recyclées. C'est une question ou un commentaire? Alors, ça doit être un commentaire. Et comment travaillez-vous cette notion? C'est quoi les contraintes que vous avez rencontrées, Cynthia, à ce moment-là? Elle est en train de taper. Parce que il y a le fait de pouvoir retravailler le packaging, en fait, les étiquettes. La contrainte, c'est par rapport peut-être à les différentes étiquettes papier qu'on va mettre dessus, j'imagine. Ouais, c'est ça. La colle qui ne permet pas de recycler et de réutiliser le verre. Alors, on peut ne pas jouer sur l'étiquette, mais peut-être justement sur le design de l'étiquette sans forcément de matériaux qui contraignent au niveau de la colle, de jouer plutôt sur les formes, les couleurs et l'aspect de l'étiquette. Je sais que nous, chez Bertovino, j'aurais pu le dire, on développe aussi une façon de créer une étiquette, donc pas au niveau du toucher là pour le coup, mais au niveau de son design qui va vraiment rappeler le toucher du vin en bouche, en tout cas le mouvement du vin en bouche. C'est quelque chose que j'ai pas encore sorti, mais que j'ai à cœur pour cette part artistique de Bertovino. Mais pour surtout donner suite, c'est de se dire, on regarde beaucoup le mouvement du vin et son toucher, c'est-à-dire que si je ferme les yeux quand vous dégustez, enfin si vous fermez les yeux quand vous dégustez vos étiquettes, il y a un certain mouvement qui est induit en fait dans vos vins. Comment je peux le rematérialiser en termes de design simplement, sans forcément penser à l'étiquette elle-même dans son papier, son toucher et les éléments qu'on pourrait venir y faire connecter. Ça, c'est une première chose. Et après, ça peut être, et ça, si vous voulez, on en reparlera, mais développer des façons de déplier des étiquettes aussi, qui peuvent être novatrices et orientées marketing sensoriel. Quand je dis développer, c'est en relief, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça a répondu aux questions. Toujours une note à ça, c'est vrai que les étiquettes sont coûteuses, mais nous pouvons voir des choses superbes. Une note positive sur ça, parce que effectivement, on a quand même des coûts qui sont de plus en plus élevés et qui sont difficiles à gérer. Pour avoir le côté optimiste de la chose, c'est que souvent, c'est quand on part de contraintes qu'on est les plus créatifs. Et moi, c'est une philosophie que j'aime beaucoup appliquer, que j'ai toujours appliquée, c'est justement comment combiner plusieurs approches et en faire quelque chose d'innovant quand on a des contraintes pour pouvoir aller trouver la solution simple et facile d'accès. Trop souvent, on a tendance à vouloir développer les choses en grand ou à faire quelque chose de très bien, mais finalement, ça reste aussi peu... Enfin, c'est pas forcément l'avantage parce qu'on ne sait même pas s'il va y avoir un impact sur le marché. Par exemple, si on développe des étiquettes avec un marketing sensoriel hyper poussé, avec des matériaux qui vont bien, etc., est-ce que vraiment sur le consommateur, sur les ventes, ça va avoir un impact considérable qui justifie cet investissement? Peut-être pas. Donc finalement, les contraintes, elles permettent de trouver des solutions simples et faciles d'accès et de tester le marché. Et si de là, déjà, il y a un impact sur les ventes, ça permettra de budgétiser quelque chose de plus, entre guillemets, plus solide ou plus poussé. Voilà, déjà comme première approche. Que pensez-vous d'une formation de dégustation géosensorielle pour développer notre... Alors, la dégustation de géosensorielle, elle a une part de cette approche-là. Chez Franck Thomas, lui, ce qu'il va vraiment chercher à mettre en avant, ça va être l'écosystème et son lieu. En général, la dégustation géosensorielle, on peut aussi dire que on fait une dégustation de vin de lieu, c'est-à-dire qu'il va rapprocher le toucher du vin, la salive,
le comportement de la salive au lieu, et notamment au sous-sol, donc au type de sol que l'on a. Et la dégustation intuitive chez Franck Thomas serait plus de l'ordre des informations qui viennent du vin sur ce qui s'est passé, etc. Mais la géosensorielle, elle s'intéresse vraiment à la partie sol, et quel est le potentiel du vin par rapport au sol et comment je le retraduis en bouche. Donc c'est intéressant. De toute manière, toute approche est intéressante pour développer notre façon de déguster son vin. Franck Thomas propose la géosensorielle par rapport au sens. Moi, je propose, pas à la formation, mais dans ma méthode 5 sens, une dégustation identitaire où je vais révéler le patrimoine, le message, la vibration du vin et donc sa justesse sur le marché par rapport à ma propre méthodologie. Mais toute formation qui va au-delà de l'analytique très méthodologique, très cadrée, qui, elle, se sert à faire de la rétrospective de production, est bonne à prendre, j'ai envie de dire. Justement, ouvrez-vous à ce champ-là, aux émotions, à la sensibilité de la dégustation, au ressenti, pour en fait acquérir tout le vocabulaire qui va avec, parce que l'analytique, une fois de plus, en fait, elle nous sert à nous, professionnels, à faire un audit s'il y a quelque chose qui se passe mal. En fait, pour l'analytique, initialement, il y a la vue, le nez, la bouche, parce que si à un moment donné, on goûte quelque chose et qu'on y pose, là, pour le coup, un défaut, on est capable, par la dégustation, donc l'analyse sensorielle, de savoir à quel moment de la vinification ça correspond. En fait, on l'a déformé aujourd'hui parce qu'il y a eu une émergence de l'intérêt pour la dégustation par les consommateurs, les amateurs, etc. Et on s'est calqué sur la façon de faire qu'est l'analyse sensorielle, le nez, l'œil, le nez, la bouche. Mais en vérité, cette façon de faire-là, elle permet de faire de la... j'ai oublié le nom, de contrôle qualité, en fait. D'avoir des points qui nous permettent un contrôle qualité. D'où le fait que l'œnologue ne voit que le défaut initialement. C'est fait pour ça. Voilà. Et donc oui, pour une formation, du coup, je suis partie loin, mais oui, pour une formation, quelle qu'elle soit, type Franck Thomas, type Julie Bertolotti, si vous le voulez, tout est faisable. Du coup, il y a plusieurs. Oui, il y avait une autre question de Cynthia Nollet, juste en dessous. Faites-vous de la personnalisation en fonction des clients export? Ils n'ont pas la même sensibilité entre les pays. Oui, ce serait important à prendre en compte ça pour l'export. Mais oui, moi, la façon dont j'interviens en tant que consultante, de toute manière, on n'est forcément que du sur-mesure, c'est obligatoire. C'est obligatoire puisque, comme j'ai dit depuis le début, la méthode 5 sens et après mon champ d'intervention, il part de vos vins et de votre terroir, de votre écosystème, donc sur-mesure obligé. Voilà. Et chaque domaine a sa façon aussi de se développer, donc c'est obligatoire. Ouais. Il y a Thaïs aussi. Est-ce important de mettre en avant dans les fiches cuvées la vinification du vin pour les consommateurs ou CHR? Alors non. La grande transition entre les fiches techniques, c'est que la partie vinif, c'est de la technique. Donc on les conserve pour les pros. Pourquoi? Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il va faire un pro? En tout cas un pro qui aime le vin et qui est curieux de son métier, il va associer un indicateur gustatif à un itinéraire technique. Moi, aujourd'hui, quand je déguste, quand les sommeliers le font, je sais que si j'ai un fruité de style lacté ou alors juteux, je vais me dire, c'est peut-être attaché à la malo, etc. Donc, c'est... vraiment, la vinif va juste permettre de construire la bibliothèque technique et sensorielle du professionnel et de lui donner des indications dans ce qu'il se recherchera ou pas, alors que le particulier, la plupart du temps, soit il va être perdu, la seule chose que vous allez faire, c'est le mettre sous réserve parce qu'il va être intimidé, il va pas oser, il va avoir peur de dire une bêtise, donc en fait ça va le refermer dans sa coquille. Et donc, ou alors il y aura certains amateurs qui vont être intéressés, mais qui ont déjà poussé la porte de ce côté un peu plus technique, et il y aura toujours lieu de lui sortir une fiche technique. Attention, moi quand je parle des fiches cuvées, je n'abolis pas les fiches techniques, c'est simplement que on scinde le travail, on scinde le technique avec la vinif, l'historique domaine, la plantation, l'effet millésime, etc., tout ce qu'on veut pour les pros,
Mais dans ce cas-là, on en fait une deuxième qui est orientée consommateur. Il sera toujours temps, quand on boit dans une conversation ou en salon, de dire « Ah, bah, vous y connaissez un petit peu, bah, tenez, je vous donne aussi la fiche technique. » Mais le premier élément qu'on va mettre sous les yeux du consommateur, ça va être les éléments gustatifs, les éléments qui vont l'aider à se projeter dans « Ok, une fois que j'ouvre ma bouteille, qu'est-ce que je vais ressentir, hein, et comment je vais m'en servir ?» Ça, c'est la garde, l'ouverture, l'accord mes vins, etc. Et aussi pour les CHR, parce que les CHR, in fine, ça reste des pros, mais en fait, une fois qu'on retrouve votre bouteille sur table, il faut que une fiche cuvée type fiche cuvée, en tout cas une fiche orientée consommateur, elle soit entre leurs mains, parce qu'on va les remettre entre les mains des serveurs qui sont pas forcément toujours formés et qui ont besoin d'avoir l'essentiel de votre cuvée pour justement représenter au mieux la cuvée et tout votre travail fait en amont. Autre question de Élodie Jasmin. Où puis-je trouver des informations sur votre formation sur ce sujet? Je suis sensible à ce sujet sensoriel, mais je ne sais pas vraiment par où commencer. Alors moi, j'ai une formation en ligne à ce sujet que je peux remettre. Alors la formation en ligne que j'ai, elle est en 5 modules vidéo et en fait, elle est surtout là pour réapprendre à déguster, mais surtout réapprendre à poser le bon vocabulaire. C'est-à-dire que dans cette formation, on revoit la partie analytique pour dire « Ok, ça c'est de l'ordre de l'analytique ». Mais maintenant, une fois qu'on passe à la dégustation émotionnelle, quand je ressens la notion de fraîcheur, c'est que ça se passe comme ça dans mon corps et je pose ce mot, entre guillemets, pour faire un gros résumé. Mais ça va être... On est vraiment sur l'aspect... donc attention, moi, ce que je propose, ou alors c'est de la formation en direct, mais en tout cas de façon autonome et condensée, c'est sur la dégustation, mais surtout sur le vocabulaire de la dégustation, et donc inévitablement, on revoit les ressentis. Voilà. Est-ce que je remets le lien? Oui. Oui, ça peut être bien, parce que du coup, avec les questions, il est remonté, mais... Donc, de Thaïs, merci beaucoup. Donc, on peut avoir les deux. Donc, pour les... Oui, tout à fait. Et c'est même recommandé, oui. De Cynthia. Pardon. Merci, mais alors pouvez-vous nous redonner les informations clés à trouver sur une fiche cuvée? Alors, les non négociables d'une fiche cuvée, ça va être... Alors moi, je dis souvent, c'est les 3 gros mots, donc 3 mots qui vont vraiment venir décrire votre vin, de façon à enlever l'effet déceptif du consommateur une fois qu'il va avoir bu votre vin et s'affranchir de son passé. Ça va être un commentaire de dégustation qui va être vraiment complet et pas, on va dire, courant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, si vous lisez votre commentaire de dégustation, vous ouvrez notre site du vin aléatoire et que vous voyez que c'est le même parce qu'on parle de fruité, on parle de robe dorée, il va falloir retravailler votre commentaire de dégustation. Donc, un commentaire de dégustation qui allie la poésie, l'expertise œnologique, qui va vraiment retranscrire votre vin de façon accessible, avec vraiment le détail de ce qui se passe passé dans l'expérience client. On retrouve le comportement du vin en bouche. Donc, est-ce qu'il y a des tanins, l'acidité, la sucrosité, comment tout ça, ça se joue. C'est pour ça que moi, j'utilise des façons visuelles de le communiquer. On va retrouver ces accords mes vins si vous le souhaitez. Vous pouvez remettre des photos qui communiquent l'univers de votre vin. En non négociable, il y a aussi l'expérience, la façon d'utiliser votre vin, à savoir les grandes non négociables, le degré de service, le degré à laquelle on va conserver la bouteille, les conditions de conservation, on va dire, les conditions de service. Et globalement, c'est ça. Alors moi, j'appelle ça la palette olfactive parce qu'aujourd'hui, ma fiche, elle est protégée sur la façon dont le design est fait, etc. et comment j'ai appelé les choses. C'est une méthodologie qui est protégée, mais en tout cas, il faut quand même, vous pouvez indiquer le parfum. C'est important, ça fait partie de l'expérience, sachant qu'on a tous des sensibilités différentes. Indiquer ce qu'on va avoir au nez, ce qu'on va avoir en bouche, le commentaire dégustation, les 3 mots, les 3 grands descripteurs, et après, toutes vos informations sur votre domaine. Globalement. Et en fait, tout ça, il va falloir le retranscrire de façon attrayante et lisible. Ça, c'est le second enjeu à faire tenir dans une fiche. C'est qu'au niveau du design, ça soit... nous, les fiches, la façon dont on les fait, et c'est ça qui est protégé, mais c'est la façon de capter
visuellement assez rapidement toutes ces informations-là. Et c'est ça la gymnastique la plus difficile à faire en général. La grande difficulté, c'est réussir à sortir tous ces éléments pour que ça soit unique et qu'on le retrouve pas ailleurs, là où souvent c'est des commentaires qui se ressemblent, une façon de parler d'humain qui se ressemble. Et deux, la grande difficulté, ça va être de retranscrire ça visuellement avec un design qui est pertinent. Ah, donc je vois que Valentine est en train d'écrire. Très intéressant, merci. Maintenant, au boulot pour rédiger des nouvelles fiches techniques. Ouais. Orienté consommateur. Donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions. En attendant, du coup, sur la plateforme Padawan, vous pouvez retrouver donc un article donc qui reprend en fait un peu tout ce que Julie a dit ici, et également vous pourrez retrouver ses coordonnées si vous souhaitez la contacter, donc à la fin de l'article, ainsi que sa méthodologie et des conseils fiches QV à télécharger. Voilà, pour vous faire une idée. Dans le chat aussi, on a également mis les coordonnées de Julie, donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Il est midi, on est dans le timing. Ouais, on est dans le timing. Parfait. Donc n'hésitez pas. Et je vous remercie tous les participants aussi pour votre attention, une fois de plus, l'intérêt sur nos expertises, autant à Padawan qu'à moi-même. C'est toujours très enrichissant, très sympathique d'échanger. Ah bon. Mathilde a remis tes contacts. Je suis assez présente sur LinkedIn aussi plutôt que Instagram. Instagram, il y aura bientôt la nouvelle page Bertovino. Là, j'étais en nom propre, mais du coup, il y a la page Instagram qui va sortir de Bertovino. Et après, là où je suis la plus grande communicante, ça reste quand même LinkedIn. LinkedIn. Mais comment on le prononce? Oui, je pense que c'est pas chacun. Hop, et elle a mis du coup le lien sur génial. LinkedIn. Super. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Je pense que il va être l'heure d'aller manger. Ouais, merci beaucoup en tout cas, Julie, c'était super. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité sur le plateau de Padawan. Avec plaisir, et puis pour refaire ça. Ouais. Parce que je pense que ça a suscité l'intérêt de pas mal de personnes. J'espère que ça aura servi au niveau des tips et des conseils. Je pense bien, oui. Hop. Donc, n'hésitez pas à contacter Julie si besoin. Bon, je pense que c'est tout. On va vous souhaiter une bonne journée. Et merci beaucoup d'avoir participé. Merci à tous. Et on vous voit pour le prochain du mois d'août. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.